Amis téléspectateurs, bonsoir. Très heureux de vous rejoindre pour ce 56 minutes synthèse. Tout d'abord, les titres qui ont dominé l'actualité cette semaine. Paralysie complète des activités à Port-au-Prince. Bilan des 2 journées de grève des syndicats de transport en dépit de l'assurance donnée par le gouvernement et la police nationale à la population. Les écoles sont restées fermées. Le commerce, les hôpitaux et les institutions publiques n'ont quasiment pas fonctionné. Le gouvernement ne peut réduire davantage les prix du carburant sur le marché local, a insisté le Premier ministre Evans Paul, qui a appelé la population à la vigilance et surtout à ne pas se laisser entraîner dans des mouvements visant la déstabilisation du pays. Qui est actuellement le président du Sénat de la République? Simon de Soldera avance une décision de justice pour reprendre ses fonctions actuellement occupées par André Sréché, qui lui soutient n'avoir pas usurpé la position. Le prochain président d'Haïti devrait ainsi prêter serment le 7 février 2016 selon une proposition de calendrier électoral que le CEP devrait publier ce vendredi. Calendrier qui prévoit le premier tour des législatives en juillet prochain et le premier tour de la présidentielle le 25 octobre 2015. Assassinat mercredi dernier du compatriote haïtien dont le cadavre a été retrouvé pendu à un arbre dans un parc de Santiago. Le gouvernement haïtien condamne cet acte de pendaison et dit souhaiter que la justice dominicaine mettra tout en œuvre pour traduire les auteurs de l'acte en justice et les punir. Inauguration vendredi par le président Martelly et le Premier ministre Paul du barrage et système d'irrigation de la rivière Grise à la Croix-des-Bouquets. Ce projet financé par l'USAID à hauteur de 8 900 000 $ devrait permettre d'irriguer plus de 8 000 hectares de terre au profit de 12 000 agriculteurs. Voilà pour les titres, à tout de suite. La NATCOM ne se soucie pas uniquement d'avoir la plus grande couverture réseau en Haïti, mais elle s'implique également dans le quotidien des Haïtiens et elle en est très fière. La NATCOM s'engage autant dans l'éducation que dans la santé. Avec le programme Internet à l'école, en partenariat avec le Conatel, ce sont plus d'une vingtaine de salles informatiques qui ont été offertes à des écoles publiques du département du Sud-Est. La NATCOM a comblé un vide dans les 10 départements avec des programmes mensuels en offrant des séances de consultation et des médicaments gratuitement. La NATCOM, c'est encore plus d'engagement. C'est un dévouement à la classe ouvrière grâce à son programme Corée Ouvrier. Ce sont des milliers d'ouvriers qui sont connectés à leurs proches grâce à NATCOM. La NATCOM, c'est aussi près de 30 points de vidéoconférence offerts au gouvernement haïtien. NATCOM, une présence qui se confirme de plus en plus. NATCOM, Yon Haïti, Yon Réseau. Merci de votre fidélité à ce 56 minutes synthèse. Tout de suite, le développement. Les activités étaient pratiquement paralysées dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Lundi et mardi, les véhicules de transport en commun étaient aux abonnés absents dans les différentes artères sillonnées par la rédaction de Télésignal, de Carrefour, passant par le boulevard Jean-Jacques Dessalines. La voie était totalement clairsemée dans les différentes stations d'autobus, basées notamment au portail Léogane. Les tap-tap se faisaient briller par leur absence. La rue servait de terrain de jeu à des jeunes. Les petites bourses du secteur informel ne fonctionnaient quasiment pas. Dans des gares routières, particulièrement à Station Gonaïves, c'était le vide total. Les bus assurant le trajet Port-au-Prince à des villes de province n'étaient pas sur place. Sur certains circuits, des barricades ont été remarquées. La circulation routière était complètement paralysée. Toujours dans l'actualité de la semaine, sachez que le mot d'ordre de grève lancé par des associations de chauffeurs et de propriétaires de véhicules de transport en commun, ainsi que des responsables de partis
politique pour les 9 et 10 février a pris mardi dernier. Les dirigeants de la table de concertation de l'opposition qui présentait un bilan satisfaisant de ces 2 journées de débrayage ont dénoncé des actes de violence ainsi que des brutalités policières enregistrées lors de ces 2 journées de débrayage à Port-au-Prince. Écoutons les déclarations du coordonnateur adjoint du MOPOD, Turnep Delpé, au micro de Michel Alexis et Samus David François. Grève générale de journée, lundi 9 et mardi 10 février 2015, là, levé. Depuis 4 effets, bang, tout le monde doit vaquer libre à occupation. Table concertation, opposition démocratique et résistance patriotique là. L'autre fois encore, battre bravo pour le peuple haïtien, toute couche sociale sans rétéméter, pour capacité nous gagner, pour nous faire unité et solidarité derrière toute cause nous estimer qui juste, d'un coup pas accepter, payer pour casser, pour gagotte, et corruption, pour voir tête calée Matéli, qu'on y a qui gagne Evans Paul comme ministre de facto là-dedans. Avec l'argent, nous qui n'en caisse l'État, qui fait pas qu'à baisser le prix gaz là comme ça doit. Geste unité et solidarité ça, nous réalisons pendant 2 journées de grève 9 et 10 février 2015 là, fait jaillir l'espoir que nous sommes capables de faire encore en l'autre 1804. Table concertation, mandez peuple haïtien qui n'ont bon bord. Continuer qu'un flambeau mobilisation en pire. Tant disposition tout. Nous prenons pressé. Dans concertation avec tout l'autre secteur. Pour présenter une alternative avec une feuille de route pour retirer le pays dans Kachouboumbe pour pouvoir être calé matériel la pays. Contrairement à la première journée de débrayage des syndicats de transport public, soit le lundi 9 février dernier. Les activités ont timidement repris dans certaines zones de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince le mardi 10 février. Quelques tap-tap et plusieurs motos assurant le transport de passagers sur différents circuits de la capitale haïtienne ont été remarqués par les équipes de Télésignal pour encourager la population à sortir et reprendre ses activités habituelles, comme avait insisté le Premier ministre Evans Paul. Les autorités avaient mis des autobus de la compagnie publique de transport scolaire Dignité dans la rue. Ceux qui le désiraient étaient gratuitement servis sur les trajets Pétionville-Delma, Fleuriot, aéroport Delma. Suivez les explications d'un des conducteurs de ces autobus au micro de Michel Alui et Yvan Seïd. Et nous, on est en bus quand on peut aller? Bon, moi-même, c'est Gérald Bataille. Je vais aller et c'est business que je fais. Je suis acheté, moi, tout le magasin fermé, je suis obligé de prendre un bus pour aller à la. Donc, est-ce que hier, tu es sorti dans la rue? Bon, je ne suis pas sorti hier. Donc, est-ce qu'on compte mesure ça? Parce que, est-ce qu'on est sur une moto ou bien on pas essayer de chercher une moto? Non, pas de moto. Je n'ai une moto, je une machine, puisque je suis ça gratis, je suis obligé de me prendre. Et son bagage, je suis content puisque bon, si tout le gouvernement qui est passé, qui fait comme ça, pour moi-même, d'abord, c'est la première solution ça qui est fait. Mais est-ce qu'on pense que le prix gaz là doit baisser? Oui, bon, même si le prix de gaz n'a pas baissé, j'ai envie de baisser. Pour petit, même c'est comme m'apprendre que c'est $36 lié. Si le gouvernement n'a pas retiré la quantité au mondial, pour petit, même si il a retiré $6, il a quitté la $30, moi, il a payé pour le peuple. Sachez que durant les 2 journées consécutives de grève en faveur d'une baisse substantielle des prix de l'essence sur le marché haïtien, les portes des écoles étaient restées fermées à Port-au-Prince. Élèves et professeurs sont restés chez eux, idem pour les directeurs d'école, tant publics que privés. Certains parents se plaignent déjà de cette situation considérée comme un manque à gagner pour les élèves, surtout ceux qui subiront des épreuves officielles cette année. Le gouvernement tient mordicus. Pas question de réviser les prix de l'essence à la pompe sur le marché local. En dépit des vives protestations, les unes plus violentes que les autres. Le Premier ministre Evans Paul, qui intervenait lundi dernier autour de la question, alors que la capitale haïtienne vivait au rythme de la première des 2 journées de grève des syndicats de transport, supportés par les organisations de base de l'opposition pour exiger la baisse du prix des produits pétroliers, a pris le contre-pied des différentes revendications liées à ce sujet.
M. Paul appelle la population à la vigilance et surtout à ne pas se laisser entraîner dans des mouvements visant la déstabilisation du pays, suivant le Premier ministre au micro de Johnny Saint-Ilus et Randy Henry. Revendication grève là doit fonder, mais pas oublier, nous pas fait pétrole en Haïti. C'est acheter pétrole en Haïti. Les acheter pétrole là, gon coût pour nous payer, gon prix pour les vendre. Et il y a des gens qui demandent de bagailles, c'est catastrophe qui a cherché. Qui c'est la catastrophe? Rivé un matin, pas un goutte de gasoline dans la pompe. Pour qu'il monte descendre sur le marché international, il ne dépend pas du gouvernement haïtien. Alors en ce sens, notre petit peuple là pour les vigilants, pour ne pas utiliser un problème social pour mettre déstabilisation dans le pays. Et il y a des gens qui ont des bagailles qui passent. L'éducation ne peut pas permettre de dire que je menti. Mais il y a des petits bagailles qui passent. Il y a des gens qui comparent litre à gallon. Ce n'est pas normal. Il y a dit que le gaz là moins cher en République dominicaine. Ce n'est pas vrai. Au contraire, il est plus cher. Et je ne suis pas obligé de dire. Il y a mis dans une situation, si nous ne sommes pas équilibrés, si nous ne sommes pas responsables, pour financer le gaz dans le pays voisin. Et je dis, le travail pour nous faire, c'est investissement, c'est faire tout ça possible pour nous créer revenus, c'est production. Et chaque jour, il faut camper pour bloquer le pays. Le monde n'a pas de travail, le pays n'a pas fonctionné, c'est ça que nous avons fait. Réagissant aux actes de violence enregistrés à Port-au-Prince lors des 2 journées de grève observées les 9 et 10 février, initiées par des organisations syndicales de transport en commun et des organisations politiques de l'opposition radicale, le Premier ministre Evans Paul a affirmé que des instructions formelles ont été passées aux autorités judiciaires afin de sévir contre tout fauteur de troubles. Il a informé que le parquet, près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, a déjà adopté des dispositions en vue de poursuivre les auteurs des actes de vandalisme. Evans Paul a invité les victimes à porter plainte. Écoutons-le au micro de Jasmin Denis. Pour calmer l'esprit, je m'a dit 2 bagailles. Premier, ça m'a dit, c'est que revendication, manifestation, grève sont droit constitution. Ne pas empêcher les gens de faire. Cependant, il y a une limite la loi. La loi dit qu'on doit faire, mais la loi dit tout. Il faut respecter le droit de l'autre monde. Les gens ont écrasé la machine, les gens ont blessé, les gens ont boulé les affaires, les policiers ont pris coup de couteau, ils sont arrêtés impunis. Le parquet a déjà pris une décision pour poursuivre tout le monde qui est responsable de ça. Et nous encourageons toutes les victimes pour porter plainte. Déjà, le parquet a une cellule spéciale qui a tout encadrement à la population pour joindre justice sur tout acte de banditisme, de violence inacceptable. Il faut dire que plus d'une trentaine de personnes ont été appréhendées dans le cadre de ces 2 journées de grève lancées par des syndicats de transport et des organisations populaires de l'opposition. Ces individus, selon la police, tentaient de troubler l'ordre public. Le DG de la PNH, Godson Aurelius. Autre point, sachez que les étudiants de plusieurs facultés de l'Université d'État d'Haïti, telles la faculté des sciences humaines, l'INAGUE et la faculté de droit, ont profité de la journée du vendredi, marquant le carnaval des étudiants, pour manifester à travers la rue de la capitale pour exiger
des autorités compétentes la réduction de 100 gourdes du prix du carburant, un mouvement dont ces étudiants n'avaient pas informé les autorités policières. Partant de l'avenue Christophe, ces étudiants rejoints par des responsables et des membres du mouvement patriotique de l'opposition démocratique ont traversé la rue Cameau, longé la rue Monseigneur Guillou pour traverser le quartier de Bel-Air dans l'optique d'accéder à la rue de la République au Champ de Mars où se construisent les stands du carnaval national et finalement aboutir devant le siège du palais présidentiel, parcours que les manifestants n'ont pas pu achever puisque les forces de l'ordre ont dispersé la manifestation à coups de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc. Selon le commandant du CIMO, les étudiants qui n'avaient pas soumis de parcours à la police et ils ont refusé un autre proposé par les policiers. La manifestation était d'ailleurs infiltrée par des individus qui n'étaient pas des étudiants, a souligné Paul Ménard. Les étudiants se disent toutefois décidés à maintenir leur mouvement jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Installation ce vendredi de la Commission nationale pour la modernisation du transport en commun en Haïti. La cérémonie d'installation, présidée par le chef de l'État, s'est déroulée au palais présidentiel en présence du Premier ministre et d'autres officiels du gouvernement. Le président Michel Martelly a affirmé que la création de cette commission s'inscrit dans le cadre de la modernisation du transport en commun dans le pays. Entre autres objectifs de cette commission, travailler avec les responsables de l'État autour des ajustements des prix des produits pétroliers sur le marché haïtien, en tenant compte des fluctuations du coût du baril à l'échelle internationale, a indiqué le président Michel Martelly. Il a profité pour annoncer des dispositions que compte adopter son administration en faveur des passagers. Michel Martelly au micro de Jasmin Denis. En créant cette commission, mon administration veut permettre aux acteurs du transport de travailler en réseau et de mutualiser leurs moyens et leurs compétences afin d'améliorer durablement le système de transport en commun. La Commission devra proposer au gouvernement des recommandations aux problèmes de sous-financement et d'accès au crédit qui freinent le développement du secteur. De par sa composition, elle aura également pour mission de travailler avec les autorités de l'État en vue de déterminer la meilleure stratégie pour ajuster les prix de la gasoline, du gazoil et du kérosène sur le marché national pour les routiers, les conducteurs de bus et de tap-tap et les motocyclistes en tenant compte des données internationales et de la réalité d'Haïti. L'État prend disposition pour créer un fonds de garantie pour permettre aux chauffeurs d'acheter camions avec bus, une façon pour nous améliorer les conditions voyageurs. Loi sous transport avec normes pour transporter moun ak marchandises mérité pour nous passer main là-dedans. Faut que nous ayons une gare routière qui jam dans 10 départements pays. Circuit transport dans la zone métropolitaine, dans la ville provinciale et reste pays doit respecter. Prix course machine et motocyclette doit clair pour tout le monde. La Commission nationale pour la modernisation du transport en commun en Haïti compte 11 membres. Elle est coordonnée par le ministre des Affaires sociales, Victor Benoît. Cette commission a une durée de 11 mois avec possibilité de voir son mandat prorogé. La CNMTCH travaillera en toute autonomie. Elle définira sa structure et son mode d'organisation et de fonctionnement selon les articles 4, 5 et 6 de l'arrêté présidentiel portant création de cette commission. Écoutons à ce sujet le maître de cérémonie, Ronald Legouté, qui donnait lecture de cet arrêté au micro de Jasmin Denis. La commission est composée des personnalités suivantes. Monsieur Victor Benoît, ministre des Affaires sociales et du Travail, coordonnateur. Monsieur RVD, ministre du Commerce et de l'Industrie, coordonnateur adjoint. Monsieur Guichard Doré, représentant de la présidence, membre. Monsieur Philippe Sinéas, secrétaire d'État aux travaux publics, transports et communications, membre. Monsieur Godson Jeune, directeur de la direction de la circulation de la police routière, membre. Monsieur Sanosier Rémy, syndicaliste, membre. Monsieur Durcé Kensi, spécialiste, syndicaliste, excusez-moi, membre. Monsieur Changeux Méhu, syndicaliste, membre.
M. Montes Joseph, syndicaliste, membre, M. Michel Patrick Boisvert, représentant du ministère de l'Économie et des Finances, membre. M. Marc-Antoine Archer, expert indépendant, membre. Article 5. La durée du mandat de la commission est de 12 mois à partir de la date de sa mise en place. Le mandat de la commission peut être prorogé par arrêté présidentiel sur proposition motivée de la commission et avis du ministre des Affaires sociales et du Travail. Article 6. Une fois établie, la commission dispose d'une autonomie complète pour définir sa structure, son mode d'organisation et de fonctionnement, ainsi que son plan de travail. Autre point à ce 56 minutes synthèse, alors que le pays est paralysé par un enchaînement de mouvements de protestation, tantôt pour exiger le départ du régime au pouvoir, tantôt pour demander une réduction du prix des produits pétroliers, notre Parlement de 10 membres dysfonctionnel depuis le 12 janvier dernier revient sur la scène médiatique avec un dossier assez particulier, le retour annoncé de l'ancien président de l'Assemblée nationale dans ses anciennes fonctions, des fonctions que Simon Dussel-Dera affirme d'ailleurs n'avoir jamais cessé d'occuper. M. Dera revendique même le siège de président du Sénat de la République actuellement occupé par Andris Richer, ce qui semble en voie de créer un conflit entre les deux concernés. Pour en avoir une idée plus précise, suivez ce reportage signé Michel Alluy et Yvan Saïd. L'annonce du retour de Simon Dussel-Dera au Parlement attire depuis hier les feux des projecteurs sur une institution pourtant très calme depuis le 12 janvier 2015. M. Dera avance une décision de justice mise en sa faveur pour reprendre ses fonctions de sénateur et qui sait de président du Sénat. Et voici comment réagit l'actuel président du Concorde lorsque les journalistes agitent la question. S'ouvre le point place Dera pour parler dans la place et vite mettre dehors là. Une insistance qui a valu aux journalistes un rappel à l'ordre. Vous devez vous comporter en journaliste. Et puis vous ne parlez pas avec n'importe qui. Pour l'instant, Andris Richer dit attendre que la DGI, représentant de l'État dans ce dossier, se prononce, car le sénateur affirme respecter les institutions du pays, sauf celles dont il oublie peut-être les noms. Il y a eu cette note qui est venue du ministère de la Justice, de cette machine de référé. C'est clair que en ma qualité de responsable, je dois convoquer mes collègues pour nous parler de lui. Mais en attendant, quel est le statut de Simon Dussel-Dera? Je suis sénateur dans la cour là, on va demander l'île. Vous comprenez? On va demander l'île. On va demander l'île. Si vous aller, elle peut aller. Chercher les puis on va demander le statut. Maintenant, c'est 11 sénateurs qui sont dans le Parlement. Désormais. Mais si l'on en croit à Simon Dussel-Dera, le Parlement compte actuellement 11 sénateurs au lieu de 10, non? Pas un Sénat, 11 membres, sénateurs. Il y a 30 sénateurs. Il y a 30 sénateurs. 3 sénateurs par département. 3 sénateurs par département. Serait-ce donc pourquoi Andris Richer ne peut pas procurer un espace de travail à M. Dera? Je ne suis pas capable de bailler M. Dera un espace pour le travail. Dera a été président pendant 3 ans ici. Dera qu'on la cour pas. Trêve de palabres, Andris Richer propose une solution pour faire taire les mauvaises langues. Mais moi, les saillots, zin. Je ne sais pas un pays qui vit de zin. Parce que vous devez comprendre que le pays est en train de traverser une situation extrêmement difficile. Chaque local a évité un tchobol, il faut éviter. Mais au final, que faut-il retenir de tout cela, sénateur Richer? Pas un conflit ni entre moi-même, ni entre le président Dera, pas de bagaille comme ça. Pour l'instant, je suis le président du Sénat. Et ça s'arrête là. Tandis que l'on croyait son mandat arrivé à terme le 12 janvier dernier, Simon Dussel-Dera s'est présenté mercredi au Parlement haïtien, accompagné du juge de paix Fred-Marie Legerme. Il s'agissait pour l'ancien président de l'Assemblée nationale de présenter au bureau du Sénat une ordonnance rendue par le tribunal des référés en date du 6 février dernier, exigeant à l'État haïtien de respecter son mandat qui arrivera à terme en 2017, a affirmé Simon Dussel-Dera. Il a expliqué que l'ordonnance du tribunal est basée sur la décision du bureau du contentieux électoral national le 19 avril 2011, faisant de lui le premier sénateur du département du Centre. Moi, vice-président. Nous parlons de qui ça? Moi, vice-président Richer, je parle avec lui là. Oui, de qui ça? Approximativement, une idée.
Et on va parler de rien. Non, mais quand même, et une passation de pouvoir qui t'est faite, là, tu as quitté ou tu as passé le maillet, donc je dis en là ou retourner, qui sont dit avec lui. Ton sénateur, là, sénateur, voilà, il dit. Ok. Tu as une élection qui est faite, puisque tu es vice-président. Or, selon l'élection, tu es président. Pas une élection qui est faite, parce qu'il y a une provision légale pour ça. Et ça, on dit ça avec elle? Non, il connaît ça. Son consensus qui a été mis. Donc, dès qu'il consensus, toute loi bébé. Mais si on dit qu'il y a une élection qui est faite, là, nous avons contesté, parce qu'il y a une provision légale pour faire l'élection. Si le sénateur sous 30 pas qu'à décider pour l'Assemblée. Est-ce que vous avez un suivi légal qui vous fait qui pour rétablir dans le poste, monsieur? C'est ici à domicilier et domicile au sénateur. Suivi légal pour rétablir le sénateur dans le poste. Ça veut dire que le sénateur est destitué. Le sénateur, ça va destituer. Donc jusqu'à ce que l'État t'a attaqué décision, tu as allé en appel, donc ou là en tant que sénateur? Même là en appel, c'est les verdicts qui appellent la sortie. Capable de cassation. L'appel est suspensif. Pas de cassation. C'est une décision qui est exécutoire sur minute. Ok. Exécutée. Donc maintenant, c'est 11 sénateurs qui sont dans le Parlement. Désormais. L'ex-président de l'Assemblée nationale, Simon de Soldera, s'est à nouveau présenté au Sénat de la République jeudi. Pour la deuxième journée consécutive, Simon de Soldera se serait entretenu avec le sénateur Andéris Richer, actuel président du Grand Corps. À sa sortie du bureau du sénateur Richer, Simon de Soldera a déclaré avoir rencontré, tenez-vous bien, le vice-président du Sénat. Toutefois, M. Dera se garde de révéler les points sur lesquels cette rencontre s'était portée. M. Dera, qui désapprouve la nomination du sénateur Richer à la présidence du Sénat haïtien, avance que 6 sénateurs sur 30 ne peuvent pas engager l'Assemblée. En ce qui concerne sa reprise de fonction au Parlement, Simon de Soldera affirme n'avoir jamais été destitué et que désormais le Sénat haïtien se compose de 11 membres. Suivez les déclarations de Simon de Soldera au micro d'Yvan Seyid. Il est venu nous voir pour nous dire qu'il aimerait regagner son siège. Mais étant donné que l'État haïtien est représenté par la DGI, donc c'est la joindre DGI. C'est DGI pour décider, parce que ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut dire au sénateur Dera de revenir. Mais qui est-ce qui va le décider pour payer le sénateur Dera? Qui est-ce qui va le décider pour balfrer, pour faire tout le bagaille? C'est la DGI. Donc c'est l'État haïtien. Donc c'est l'État haïtien qui vous dit nous que, voilà, le sénateur Dera est réhabilité dans fonction. Donc les ça, on saura quoi faire. Si le président Dera gain de cause au niveau de la justice, il est sénateur de la République, il peut venir là pour lui gagner fonction comme sénateur normalement. Je dis à là, il n'y a pas de discussion entre moi et Dera. D'ailleurs, Dera est venu ce matin, nous avons été ensemble, nous avons discuté ensemble. Maintenant, celle ça me dit nous, c'est que moi, je respecte les institutions. C'est dans l'institution que je travaille. En tant que sénateur, le président Dera a fait une démarche, et bien que démarche la suive pour lui. Si le président Dera revient au Sénat de la République, étant donné que tu as un vote qui t'est fait, qui m'a conduit, il m'avait laissé vice-président. Entre-temps, 7 sénateurs sur 10 étaient présents là, il y a eu un vote, et j'ai été désigné comme président. Si les sénateurs reviennent, les sénateurs veulent refaire un autre vote, ça c'est leur affaire. Le président du Sénat, Andéris Richer, a rapporté que l'ex-président de l'Assemblée nationale était venu exprimer sa volonté de reprendre fonction au Grand Corps, se basant sur une décision de justice contre l'État haïtien. Andéris Richer précise que l'État est représenté par la DGI et donc le Sénat haïtien ne peut donner suite à la démarche de M. Dera, a dit Andéris Richer. C'est à l'État haïtien de réhabiliter Simon de Soldera dans sa fonction, a déclaré le sénateur Richer, affirmant être pour le respect des institutions. Il a émis le vœu que la démarche de M. Dera aboutisse, ajoutant qu'il n'est nullement en conflit avec l'ancien président du Sénat de la République. Les propos du sénateur Andéris Richer au micro d'Yvan Seyid. Pour moi, je trouve que c'est une très bonne chose que M. Dera revienne comme sénateur de la République. Et pour moi, c'est bien.
qu'on ait une décision, ou apprendre moi, je suis bien content. Je pense qu'en toute élégance, si M. Dera est de retour au Sénat, il connaît M. Chitala, premier bail, il a fait le tap passer saluer moi. Donc, si elle pas fait, c'est que normalement, il n'a pas encore les deux pieds fermes sur terre. Si maintenant M. Dera revient au Sénat de la République par une décision de justice, je trouve que c'est très bien. Est-ce qu'on peut assez déplacer au Ravel comme président? Non, Dera n'est plus président. Je ne peux pas lui céder ma place. C'est-à-dire que Dera revienne ici comme président du Sénat. Tu vois? Maintenant, comment cette affaire sera gérée? S'il y a une décision de justice qui prend, la première démarche, ce n'est pas au Sénat de la République que décision ça fait pour le venir. C'est au Conseil électoral. Parce que c'est le Conseil électoral qui avait décidé qu'il y aurait 2 sénateurs, une pour 6 ans, une pour 4 ans. Donc maintenant, ce n'est pas au Sénat. Le Sénat n'est pas responsable de cette affaire. Le Sénat n'organise pas les élections dans ce pays. Le coup d'envoi du processus électoral sera donné à partir du mois de mars 2015. Processus qui devrait conduire à des élections législatives, présidentielles et municipales jusqu'au janvier 2016. Le président du Conseil électoral provisoire, Pierre Liopon, avait annoncé mardi dernier qu'une proposition de calendrier électoral sera soumise ce week-end à l'ensemble des partis politiques. Ce pré-calendrier électoral prévoit le premier tour des législatives pour la Chambre des députés et les 2 tiers du Sénat en juillet prochain, le second tour des législatives ainsi que le premier tour de la présidentielle le 25 octobre 2015. Le CEP prévoit d'organiser le 2e tour de la présidentielle ainsi que les élections municipales et locales en janvier 2016. Le prochain président de la République d'Haïti devrait ainsi prêter serment le 7 février 2016. Écoutons les explications du président du CEP, Pierre Liopon, qui s'exprimait au micro de Johnny Saint-Ilus et Max Joseph. Le CEP s'est proposé et propose aux partis politiques un calendrier électoral qui s'étendra sur un processus électoral qui démarrera en mars 2015 pour se terminer avec les présidentielles d'octobre 2015. Donc notre calendrier électoral à date donnera la garantie aux partis politiques que le processus électoral commencera dès mars 2015 et nous aurons les législatives au mois de juillet. On va dire Sénat, les 2 tiers du Sénat plus la Chambre des députés. Cette élection se fera au mois de juillet 2015. On aura comme convenu le 2e tour des législatives et le premier tour des présidentielles le 25 octobre 2015 comme le veut la Constitution. Et en janvier, on aura le 2e tour des présidentielles et les élections municipales et locales. Ce qui nous permettra très tôt de renouveler tout le personnel politique qui devra gérer le pays et au 2e tour, nous assurer de tenir les élections législatives et locales tout en prenant la précaution d'avoir un président élu pouvant prêter serment le 7 février 2016. Le président du Sénat a réagi sur la proposition de calendrier électoral que le CEP compte proposer d'ici ce week-end aux partis politiques, laquelle proposition prévoit la tenue du premier tour de la législative en juillet 2015 et le premier tour de la présidentielle en octobre 2015. André Séché a réaffirmé être le premier à formuler cette proposition. Le sénateur Richer invite le Conseil électoral provisoire à mettre en branle la machine électorale en vue d'organiser les prochaines joutes dans les meilleurs délais. André Richer, toujours au micro d'Yvan Seïd. C'est moi qui ai proposé cette affaire. C'est-à-dire, moi, je dis que la meilleure chose à faire aujourd'hui, c'est d'organiser les élections dans un délai le plus rapide possible. Moi, je dis déjà, et je même fait des propositions comment on ne fera pas 2 élections, on a fait toute élection en 3 temps. C'est-à-dire, d'ici la fin du mois de juin, si nous sommes capables d'organiser législative, vers le début du mois d'août, nous organiser 2e tour législatif avec les municipales et à la fin du mois d'octobre, nous organiser les présidentielles et puis nous finir. Pour moi-même, moi pense que c'est ça que tout à fait. Ce que j'ai recommandé à la fois
aux membres du Conseil électoral, au président de la République, et aujourd'hui je devrais rencontrer le Premier ministre pour lui proposer la même chose, qu'il faut tout mettre en œuvre, et ceci le plus rapidement possible pour que les élections soient organisées. Le Conseil électoral a pour devoir de soumettre à la population, aux partis politiques, un calendrier qui est capable à la fois de venir une sorte de guide pour que tout le monde soit capable d'aller dans l'élection le plus rapidement possible pour nous renouveler les institutions d'État qui, je dis, en défaillance. La proposition de calendrier électoral présentée à la presse en début de semaine par le Conseil électoral provisoire comporte bien des irrégularités. Selon le sénateur Francisco de la Cruz, le parlementaire souligne, entre autres, que la proposition a été élaborée en l'absence de décret électoral, déplorant que les partis politiques concernés par les élections n'aient pas été contactés. Francisco de la Cruz critique la procédure adoptée par le CEP et s'interroge sur les raisons ayant motivé les conseillers électoraux à élaborer ce pré-calendrier électoral. Les explications du sénateur Francisco de la Cruz. Pour ce calendrier, il faut un décret d'abord. Ça, c'est la première erreur que vous faites. Deuxième bagage, c'est que c'est bien malheureux, il n'y a pas d'acheter avec les partis politiques, parce qu'on fait élection pour les partis politiques. Donc, nous-mêmes, nous pensons que la démarche là, la démarche procédurale, est très mauvaise. Maintenant, le bail que nous avons dit, c'est qu'en dépit de tout, si nous avons dit que nous avons fait commentaire là, c'est que c'est bien malheureux. Donc, pour y aller là, par rapport à l'élection en janvier, nous avons déjà proposé, nous avons dit faire élection fin juin, fin août, fin octobre, c'est pour capable éviter des rapages. Là, par exemple, naturellement, ça a toujours corrigé, naturellement, son proposition. Bon, bien entendu que là, on dit faire élection en juillet, vous parlez d'octobre, vous parlez de 25 octobre. Est-ce que 25 octobre avait dit que c'est dans l'intention pour respecter l'échéance constitutionnelle? Nous connaissons que nous ne sommes pas dans la constitution là, nous sommes pas d'exception. Donc, vouloir ou pas, nous obligés de gagner un calendrier d'exception. Donc, maintenant, pour la suite, faire élection en juillet, on ne va pas faire élection en octobre. Vous faites élection en octobre pour l'élection en janvier. Il faut dire que ça organise qui est mobile ou bien qui est, qui va, qui dit, c'est comme ça que vous avez fait. En attendant que y ait des gens qui ont l'autre objectif bien particulier pour qui savent chercher exactement. Parler de quel que soit cas de figure, pas gagner l'élection en janvier. Vous devez gagner l'élection jusqu'à. D'ailleurs, en principe, si nous avons regardé la gestion de la Respublica, vous avez gagner l'élection en principe avant octobre. Vous comprenez que ça doit gagner en octobre, toute élection. Et parce que l'année fiscale commence en octobre. Donc, automatiquement, on peut tomber en janvier, février. Vous comprenez qu'on va toujours gagner un problème de budget, on va gagner un budget, etc. On va toujours gagner une stabilité économique, on va gagner une prévision, on va gagner un investissement. Il faut dire que le CEP s'est également prononcé sur les contestations relatives aux résultats du concours ayant conduit à la constitution des BED et des BEC. Seul le président du bureau électoral départemental du Sud-Est est contesté dans ses fonctions, a confirmé mardi Yolette Mengual, l'un des membres du conseil électoral provisoire, lors d'une conférence de presse au local de l'institution à Pétionville. Par ailleurs, Mme Mengual confirme que 14 membres des bureaux électoraux communaux sont contestés. C'est d'ailleurs pourquoi, annonce la conseillère électorale, le CEP déléguera une commission pour recueillir les doléances des populations concernées. Yolette Mengual au micro de Johnny Saint-Ilus et Max Joseph. Notre grandance, pas de contestation. Et dans le moment installation belle grandance, c'est un début de manifestation. Côté partisans candidats, ils ont reproché le fait que les gens qui étaient élus, c'était les gens qui étaient sortis dans la région, ce n'est pas les gens dans la ville. Ça veut dire, Jean Commission a fait rapport là, par le conseil électoral là, côté ils ont identifié dans le département du Sud-Est, gagner une contestation, c'est par rapport à la présidence. Contestation ça, l'ipachita par rapport à deux autres monde qui composaient Belga, mais c'est plutôt président Bel Sud-Est là qui contestait. Après ça, nous gagnons 14 becs dans l'ensemble des communes de paysans, donc 14 becs. Puis devant, gagner des délégations conseillères qui pralaient dans toute zone qui a contestation ça yo, pour interroger la population par rapport à contenu contestation yo, et arriver joindre une solution dans ce sens. Donc pour les journalistes qui posent des questions, c'est seulement Sud-Est qui a une contestation, et ce n'est pas trois mounio, c'est seulement le président Bedna qui conteste. Visite cette semaine à Port-au-Prince de l'expert du département de la coopération
électorale et de l'observation des élections DECO de l'OEA, Cristobal Dupoux. L'expert de l'OEA devra poursuivre les différentes directives de travail établies au préalable par le directeur du DECO, Gerardo de Icaza, informe communiqué de l'organisation hémisphérique. Dans la foulée, une rencontre s'est tenue le mardi 9 février entre les membres du conseil électoral provisoire et Gerardo de Icaza, représentant du secrétaire général de l'OEA, José Miguel Insulza. Ce fut l'occasion pour M. de Icaza de prendre connaissance des principaux aspects techniques et administratifs relatifs aux prochaines élections prévues cette année en Haïti. On observe une nouvelle pause à ce 56 minutes synthèse, mesdames, messieurs. On vous retrouve tout de suite après. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Oh bicha, moi à peine à préparer manger au pire mère. Comme ou toujours servi avec tablette ça yo toujours. Ta là, m'en goûter vous moi. Oui! Manger à salé comme mais tablette Criolito. Si ce qu'on inventé avec l'autre tablette cap salé manger ou connaît déjà, Criolito a qualité supérieure parce que c'est celle tablette qui passe à les manger ou peut-être qui fait à gros ingrédients naturels, tant que l'ail, oignon, céleri qui remplace forcelle ou l'autre gain. Et puis en plus il y a bon goût pour le pays. Kounia, c'est coupé d'ouest. Puis bon goût, moins sel. Criolito, c'est celle tablette qui va manger au bon goût pour le pays. Dans votre machin, t'as tout grossiste li au mandé. C'est li toute cuisine, elle choisit pour faire manger. C'est li celle qui va faire manger ou pas ça. C'est coupé d'ouest. Ah ça, Criolito, c'est numéro 1. La suite de ce 56 minutes synthèse, parlons de l'assassinat de ce compatriote haïtien dont le cadavre a été retrouvé mains et pieds liés, pendu à un arbre du parc Gésilia Pépine dans la ville de Santiago en République dominicaine ce mercredi. Acte qui a provoqué une onde de choc sur les réseaux sociaux tels Facebook et Twitter, mais qui a surtout soulevé la consternation et la colère des Haïtiens vivant tant en Haïti qu'à l'étranger. Tout l'île, c'est ainsi que la victime était surnommée, était père d'une fillette, témoigne des voisins émus qui pleurent un sireur de bottes sympathique et débrouillard. Les autorités policières indiquent avoir déjà ouvert une enquête sur l'assassinat de Toulil, soulignant que des médias dominicains ont rapporté durant la même journée des images montrant des membres d'une organisation de base de la région armés de machettes tenant des propos hostiles et racistes à l'endroit des Haïtiens. Ces Dominicains ont également marché sur un drapeau haïtien qu'ils ont ensuite brûlé. Toujours dans ce même dossier, le gouvernement haïtien, par le biais du ministre des Affaires étrangères, condamne l'acte de pendaison du ressortissant haïtien survenu mercredi dernier à Santiago, en République dominicaine. Le chancelier haïtien du Libretus affirme qu'une telle action, ô combien ignoble, perpétrée contre le jeune migrant haïtien, un territoire dominicain, rappelle la période raciste et antisémite qui prévalait aux États-Unis vers les années 60. Le ministre du Libretus dit souhaiter que la justice dominicaine mettra tout en œuvre pour traduire en justice et punir les auteurs d'un tel acte. Le ministre des Affaires étrangères informe que le cadavre du jeune haïtien pendu en République dominicaine sera rapatrié dans les meilleurs délais. Du Libretus au micro de Michel Depayan et Max Joseph. On a sorti ce matin un communiqué et dans le communiqué ça nous condamner à ça, un acte odieux. Ça rappelez moi
la période raciste aux États-Unis d'Amérique, quand les Ku Klux Klan, KKK, tapent des Noirs américains. Donc nous condamnons de manière très ferme à ça. Il faut que moi dise que dès qu'on a été informé de cet acte, on avait immédiatement appelé l'ambassadeur Cineas, qui nous a dit que ça s'est passé à Santiago, qui est la deuxième ville de la République dominicaine. Et hier matin, nous avons convoqué ici là l'ambassadeur dominicain, M. Sillier, pour nous gagner information et dire comment nous condamner à ça et que nous souhaitons que le gouvernement dominicain, dans le cadre des bonnes relations que vous voulez établir entre Haïti et la République dominicaine, pour faire tout ça possible pour que l'hypothèse lumière sur question ça et que les gens qui posent à ça, que la justice sévit contre eux. Sous les conseils de mon chef de cabinet, il est question que nous rentrions en contact avec cette famille victime là, pour que éventuellement n'envisager rapatrier cadavres jeunes haïtiens ça ici en Haïti et porter le maximum de support que nous capoter by famille victime là. Les responsables du groupe d'appui aux rapatriés réfugiés se disent consternés de la nouvelle ignoble de l'assassinat d'un immigrant haïtien en République dominicaine dont le cadavre a été retrouvé pendu à un arbre dans la matinée du mercredi 11 février dans le parc Ercilia Pépine situé sur la rue Sabana Larga. Il s'agit d'un message clair lancé à l'endroit de l'immigration noire concernant notamment les immigrants haïtiens. Selon le président du conseil d'administration du Gard, Philippe Jean-Thomas, les autorités haïtiennes doivent prendre en compte tous les secteurs dans leurs négociations avec les autorités dominicaines en priorisant la question migratoire. Par ailleurs, il demande à l'État haïtien de donner des précisions sur l'ensemble de programmes visant l'identification des Haïtiens en territoire voisin. Philippe Jean-Thomas au micro de Michel Alexis et Fézin Mathieu. Je dis à nous apprendre que de ce que nous avons fait confiance, il y a des groupes de Dominicains, des groupes racistes de Dominicains que nous toujours dénoncer, qui dit que yo faire la guerre à l'immigration illégale la caillou. Donc ça veut dire que vous envoyé message là-bas non par crime macabre ça que vous fait, côté que vous prendre nous ressortissants, nous frères nous et sur place publique, vous fin tuer le prendre sur place publique, vous bouler li, côté que nous même dans gare nous pral multiplier tout contact que nous gagnons en République dominicaine. Nous prenons avec des groupes qui aident nous dans le travail que nous avons fait, qui aident nous à défendre les droits migrants de l'autre bord, pour nous voir comment que nous sommes capables d'alerter et entrer pour parler avec l'autorité dominicaine de l'autre bord, qui vous permettent que nous-mêmes nous sommes capables de porter une réponse avec le crime. Et l'autre bagaille, nous avons demandé l'État haïtien, côté que nous toujours nous toujours alerter, nous toujours prévenir des situations. Journée jodi a, gen PIDI, gen PNRE, faut que la population qui côté yo y avec. Parce que nous connaissons des programmes qui prennent fin là. Et nous connaissons que de ce que nous avons fait confiance, Dominicains ont rentré dans le programme ça, surtout PNRE, c'était pour identifier les immigrants plus bien pour être capable de faire des déportations massives et pour être capable de perpétrer ce genre de crimes que nous voyons là. Parlons économie à présent. Le président de la République, accompagné entre autres du Premier ministre et de l'ambassadeur des États-Unis en Haïti, a inauguré vendredi le barrage de la rivière Grise à Dumey, dans la commune de Croix-des-Bouquets. Ces barrages permanents sont capables de fournir de l'eau à 8700 hectares de terre au bénéfice de 12 000 planteurs. Ils ont été calculés à résister aux catastrophes naturelles, dont des cyclones 2 fois plus forts que Sandy. De 400-500 mètres de long, ils sont faits de tôle en acier enfoncé jusqu'à 9 mètres de profondeur. Il faut dire que les travaux de réhabilitation ont été démarrés le 9 mai 2014. Tour à tour, les précisions de Jean-Robert Estimé et Pamela Anwright, respectivement directeur du projet Feed for Future West, winner et ambassadrice des États-Unis en Haïti. Nous avons entamé en 2014 la construction de barrages permanents capable de fournir de l'eau à 8500 hectares, c'est-à-dire 7000 carreaux, et dans l'immédiat, il y a 12 000 planteurs qui vont en bénéficier. Et ce barrage et les structures en amont ont été calculés pour résister
à des cyclones qui sont 2 fois plus forts que Sandy, par exemple, qui avait détruit énormément de choses ici il y a 3 ans. Donc c'est un barrage de 450 mètres, fait de ce qu'on appelle de pales planches. Les pales planches sont des tôles en acier qui sont enfoncées jusqu'à 9 mètres de profondeur. Et en amont, nous avons construit donc 8 épis, ce qu'on appelle des épis, c'est-à-dire 4 petits barrages en quelque sorte sur chaque rive pour canaliser l'eau vers le milieu, ralentir la vitesse et protéger aussi les berges, parce que ces berges ont été érodées avec le temps. Parce que le barrage, l'ancien barrage du bassin général se trouve exactement là où nous sommes. Et à l'époque, la rivière avait seulement 70 mètres de large. Et en 40 ans, elle est passée de 70 mètres à 400 mètres. C'est pour vous dire les dégâts que l'érosion a commis au cours des dernières années. Lorsque nous finalisons un projet, nous devrions partir avec la conviction que la vie des gens sera meilleure à partir de cet instant. Et c'est exactement ça que vous avez accompli ici. Pour finir. Le président de la République remercie le peuple américain pour la réalisation de ce projet. Michel Martelly fait remarquer que parfois, certains projets financés par la communauté internationale en Haïti ne tiennent pas en compte les vraies priorités du peuple haïtien. Il dit voir dans la réhabilitation de ce barrage un modèle de projet bénéfique pour le peuple haïtien. Michel Martelly appelle par ailleurs les Haïtiens à s'impliquer davantage en vue de redorer l'image de l'économie du pays. Les propos du chef de l'État recueillis par Michel Alexis et Wendy Henry. Peuple américain, gouvernement américain, qui à travers l'USAID, à travers Dynamis, ambassadeur, identifié avec l'État haïtien, projet ça, puis été fait pour changer les conditions de vie paysan par moi ici. Je veux dire nous merci, madame ambassadeur, directeur USAID, peuple américain, parce que Haïti recevant un pile aide, mais on pas toujours côté aide la passer. Haïti recevant un pile aide. Des fois, ce n'est pas ça que nous avons besoin que nous avons. Ça, c'est le modèle là, modèle que nous avons besoin. Ça, on peut évaluer le chiffre, on peut évaluer sous chaque paysan, planteur qui prend le travail à la terre là. Il y a des bagages que la porter pour eux. Nous demandons que ça lui directeur Winner là, que m'a salué. Et dans le propos de tout, il dit qu'il y a près de 30% dans la terre qui peut cultiver. Je ne pas penser que c'est bonne attitude là que nous gagnons nous-mêmes haïtiens. Souvent on accuse l'État, souvent on demande de travail, souvent on dit la vie chère. Vous dites nous avons 100 besoin pour nous travailler, nous avons de l'eau, terre là. Et il y a des gens qui vivent camper dans la rue à regarder qui ne pas travailler. Il ne faut pas toujours dans l'État. Nous-mêmes, nous devons impliquer nous. Jean, directeur projet à dit tout à l'heure, un monde qui travaille à la terre et qui utilise de bonnes techniques, l'a fait plus cob que un monde qui travaille dans une factory. Et là, ça, on met business ou met tête ou. Parlons culture, le Champ de Mars au lieu du carnaval à Port-au-Prince. C'est un chantier en vue d'accueillir l'édition 2015 du carnaval. Prévu les 15, 16 et 17 février 2015. De nombreux stands y sont déjà construits alors que d'autres seront sur le point de l'être. La ministre de la Culture, Ditni Johan Raton, accompagnée du président du comité du carnaval, Grégory Sabat, a visité le site du carnaval mercredi. En vue de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de construction des stands, reportage Michel Despaillins et Max Joseph. De la tour 2004 jusqu'au siège du Rex Théâtre, des stands sont en construction au Champ de Mars. Les travaux vont montrer à environ 4 jours du coup d'envoi de l'édition 2015 du Carnaval national à Port-au-Prince. Des ouvriers de tout type sont à pied d'œuvre en vue de finaliser les préparatifs. Certains de ces ouvrages avancent plus rapidement que d'autres. Peints en blanc, ils attendent les couleurs de nos artistes peintres et la créativité de nos artisans pour décorer leurs façades. De tous les stands qui occupent l'espace du Champ de Mars, celui de la présidence domine les lieux. Il est surélevé, un niveau supérieur permettra à ses occupants de s'offrir un beau panorama du parcours carnavalesque pendant les 3 jours gras. Champ de Mars s'apprête à accueillir le carnaval national les 15, 16 et 17 février.
Alors que la capitale est secouée cette semaine par différents mouvements de protestation contre le prix du carburant et également contre le pouvoir en place qui organise en moins de 4 ans son 7e carnaval. Michel Depayen, Télésignal. Juste le temps de refermer ce 56 minutes synthèse. Paralysie complète des activités à Port-au-Prince. Bilan de la première journée de grève des syndicats de transport en dépit de l'assurance donnée par le gouvernement et la police nationale à la population. Les écoles sont restées fermées. Le commerce, les hôpitaux et les institutions publiques n'ont quasiment pas fonctionné. Le gouvernement ne peut réduire davantage les prix du carburant sur le marché local, a insisté le Premier ministre Evans Paul, qui a appelé la population à la vigilance et surtout à ne pas se laisser entraîner dans des mouvements visant la déstabilisation du pays. Qui est actuellement le président du Sénat de la République, Simon Duceldera, avance une décision de justice pour reprendre ses fonctions actuellement occupées par Andris Richer, qui lui soutient n'avoir pas usurpé la position. Le prochain président d'Haïti devra ainsi prêter serment le 7 février 2016 selon une proposition de calendrier électoral que le CEP devra publier vendredi, calendrier qui prévoit le premier tour des législatives en juillet prochain et le premier tour de la présidentielle le 25 octobre 2015. Assassinat mercredi du compatriote haïtien dont le cadavre a été retrouvé pendu à un arbre dans un parc de Santiago. Le gouvernement haïtien condamne cet acte de pendaison et dit souhaiter que la justice dominicaine mettra tout en œuvre pour traduire les auteurs de l'acte en justice et les punir. Inauguration vendredi par le président Martelly et le Premier ministre Evans Paul du barrage et système d'irrigation de la rivière Grise à la Croix-des-Bouquets. Ce projet financé par l'USAID à hauteur de 8 900 000 $. Devrait permettre d'irriguer plus de 8000 hectares de terre au profit de 12 000 agriculteurs. Voilà qui met un terme à ce 56 minutes synthèse. Merci à chacun de vous de l'avoir suivi. À très bientôt.